7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. La campagne des européennes se poursuit. Hier, les Républicains dévoilaient leur deuxième candidate auprès de François-Xavier Bellamy, Céline Imar, agricultrice dans le Tarn. Et au même moment, Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, annonçait son ralliement à Jordan Bardella. Jordan Bardella qui est d'ailleurs en déplacement ce matin dans les Alpes-Maritimes pour y dénoncer l'immigration illégale. Crise migratoire et crise agricole, ce sont les deux thèmes majeurs de cette campagne des européennes et ce sont les sujets que nous abordons ce matin avec le député du Gard, Nicolas Maisonnet. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors tout d'abord, le Rassemblement national a fait une véritable prise de guerre avec Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex qui rejoint la liste des européennes en 3e position. Il a dirigé cette agence de l'Union européenne de contrôle et de gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen de 2015 à 2022. Avant d'en démissionner, pourquoi ce ralliement était-il important pour lui et pour vous, Nicolas Maisonnet ? Écoutez, je crois que ce ralliement a une valeur symbolique très importante parce que, comme vous l'avez dit, Monsieur Leggeri est l'ancien directeur de Frontex, qu'il a quitté Frontex en 2022 parce qu'il a été lâché politiquement par Monsieur Macron et Ursula von der Leyen. Parce qu'on lui reprochait sa trop grande fermeté dans la politique migratoire qu'il attendait mener dans ses missions de contrôle des frontières et de lutte contre l'immigration clandestine. Donc c'était effectivement une prise de guerre, comme les médias aiment le qualifier, importante, parce qu'il est un spécialiste, évidemment, de ces questions-là, de la sécurité et des contrôles des flux migratoires, et qu'il a le souhait désormais de mettre son expérience au service, je crois, des Français, en rejoignant la liste du Rassemblement national. Alors je rappelle d'ailleurs que Fabrice Leggeri, je le précise, sera en déplacement ce matin avec Jordan Bardella à la frontière franco-italienne, il me semble, à Menton. Oui, vous les accompagnez d'ailleurs, vous les retrouvez ou pas ? Non, à titre personnel, j'ai un certain nombre d'événements dans ma circonscription, donc je ne pourrai pas y être. Et c'est un déplacement important parce que, vous savez, Menton est vraiment le symbole de cette Europe passoire où l'on voit déferler des vagues de migrants chaque jour, quotidiennement. On a d'ailleurs une députée à Menton qui est Alexandra Masson, qui est très au fait de ces sujets. Et donc, effectivement, c'est aussi un déplacement fortement symbolique, là aussi. Ouais. Alors, toujours sur la gestion de nos frontières, il y a la question des clandestins et plus précisément de ces mineurs non accompagnés. Depuis la première élection d'Emmanuel Macron, 100 000 mineurs étrangers ont été pris en charge par les départements métropolitains. L'année 2023 représente un record de prise en charge avec une hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente. En 2020, déjà député, vous avez interpellé le ministre de l'Intérieur, Nicolas Maisonnet, dans une question écrite au sujet de ces mineurs pour demander leur expulsion. Quelles étaient vos revendications et quelle a été la réponse du gouvernement ? Écoutez, alors 2020, ça remonte un petit peu, mais effectivement, le problème n'est toujours pas réglé 4 ans plus tard. Vous l'avez dit, 2023, c'est un record. Je crois que c'est près de 45 000 mineurs non accompagnés. Alors, on dit mineurs non accompagnés, on devrait dire mineurs étrangers non accompagnés pour que ce soit plus clair pour le grand public. Donc, c'est effectivement aussi, il faut le savoir, près de 50 000 euros par an par mineur que cela coûte à l'État. Non, je crois qu'on a mis un certain nombre de propositions sur la table au Rassemblement national visant à lutter contre ce phénomène, parce que vous savez que les mineurs bénéficient d'un statut de protection privilégié, et donc il suffit aujourd'hui de venir sur le sol français en disant je suis mineur pour tout de suite bénéficier de l'aide sociale à l'enfance, etc., ce qui est un véritable fléau. Donc effectivement, parmi les solutions que nous proposons, il y a d'abord la généralisation des tests osseux, parce qu'aujourd'hui l'évaluation de la minorité se fait selon une évaluation sociale. On ne généralise pas systématiquement les tests osseux, ce qui est évidemment une piste à encourager, parce que c'est la seule manière scientifique de déterminer si la personne est mineure ou pas. Ouais. Ensuite, il faudrait d'ailleurs supprimer la présomption de minorité, et qu'au contraire, les individus qui arrivent sur le sol français soient présumés majeurs, et ce serait à eux à ce moment-là de faire la présomption la preuve de leur minorité. On sait, selon un rapport sénatorial, que plus de 60% d'entre eux sont en réalité majeurs.
Voilà, donc aujourd'hui, au titre de mineurs, on a une majorité de gens qui sont en réalité majeurs et qui coûtent à l'État près de 50 000 euros par personne, ce qui revient à peu près à 2 milliards d'euros par an. À l'heure où Bruno Le Maire cherche à faire certaines économies structurelles et n'y parvient pas, voilà une piste de réflexion intéressante. Alors, quelles sont les conséquences concrètes de ces arrivées massives sur la vie et sur le porte-monnaie des Français? Vous venez de l'évoquer. Bon, il est évident que ça a des conséquences sur le porte-monnaie, je viens de le dire, mais ça aussi, ça soulève un certain nombre de préoccupations culturelles, identitaires et aussi sécuritaires. Voilà, parce que d'après les informations qu'on a, avec les informations qu'on veut bien nous donner, que le ministère de l'Intérieur veut bien nous communiquer, ou que les différents parquets veulent bien nous communiquer, on sait effectivement qu'il y a un lien là aussi entre l'insécurité et l'arrivée de ces mineurs ou soi-disant mineurs étrangers non accompagnés sur la région Île-de-France. Bon, le parquet de Paris nous donne comme chiffre en 2020 que 80% des mineurs déférés devant le parquet sont des mineurs clandestins, que 30% des cambriolages commis, 44% des vols à la tire et 32% des vols avec violence sont commis également par ces mineurs. Et puisque je suis gardois, d'après les informations dont je dispose, il semblerait que 60% du trafic de drogue à Nîmes, sur la commune de Nîmes, qui est la préfecture du Gard, viennent de ces individus. Donc on est là quand même face à une question qui est sensible, mais qui illustre bien l'hypocrisie et l'impuissance du gouvernement. Ouais, c'est aussi la conséquence d'une décision d'un maire de votre circonscription dans la commune de Sommières, par exemple, où le maire s'est vu contraint de prendre un arrêté instaurant un couvre-feu à cause de cette délinquance. Voilà, absolument. Le maire socialiste de Sommières qui, ma foi, s'est vu contraint effectivement de prendre un arrêté couvre-feu parce que ça soulevait tout un tas de problèmes de sécurité qu'il n'arrivait plus à gérer. Alors, une autre crise concerne ces élections, la crise agricole. Les Républicains ont dévoilé la deuxième candidate qui figurera sur la liste de François-Xavier Bellamy, une agricultrice. C'est un choix que vous auriez pu faire au Rassemblement national ? Ah ben écoutez, bon, je ne vais pas spoiler la liste du Rassemblement national, mais effectivement, nous avons besoin de gens sur notre liste qui soient représentants du monde agricole ou en tout cas spécialistes de ces questions. Il est indispensable que nous envisagions un tournant radical de la politique qui est conduite par l'Union européenne. Sur le plan agricole, une politique libre-échangiste, une politique de décroissance, d'écologie punitive qui asphyxie aujourd'hui nos agriculteurs. Cette politique de l'agriculture, elle dépend exclusivement du Parlement européen, ou est-ce que le gouvernement français a aussi sa responsabilité ? On imagine que oui, mais aujourd'hui, le thème, ce sont les européennes. Donc, Alors, effectivement, il y a essentiellement des décisions extrêmement importantes qui sont prises au niveau de l'Union européenne. D'abord, les traités de libre-échange, qui ne sont d'ailleurs pas remis en question, vous l'avez sans doute relevé par Gabriel Attal aujourd'hui, mis à part comment dirais-je, leur hostilité au Mercosur, leur hostilité en tout cas de façade au Mercosur, la totalité des traités de libre-échange, il y en a 42 au total aujourd'hui qui sont en vigueur au Parlement européen, ne sont pas remis en question. Donc on importe aujourd'hui des produits qui ne respectent pas les normes sociales, phytosanitaires qui sont imposées aujourd'hui à nos agriculteurs. Et également, il y a une politique de décroissance qui est conduite au niveau de l'Union européenne avec la stratégie dont vous avez entendu parler probablement de la ferme à la fourchette, qui prévoit une baisse de rendement de 10% de notre agriculture d'ici 2030, alors que les besoins se feront grandissants. Voilà, donc on voit bien l'importance de l'Union européenne sur ces questions-là, mais il y a par-dessus ça, effectivement, des décisions franco-françaises, ce qu'on appelle
peut-être à tort, des surtranspositions. Non, en fait, ce sont des directives, pour le coup, nationales, notamment sur le plan Éco-Phyto, dont vous avez entendu parler, qui établit une liste de 75 molécules qui seront supplémentaires, qui seront interdites en France. Donc là encore, on va imposer à nos agriculteurs des normes que les autres pays concurrents n'ont pas, ce qui évidemment les met dans une situation de grande difficulté. Donc c'est à la fois au plan européen qu'il faut agir, mais aussi au niveau national, cela va sans dire. Vous, en tant que député du Gard, vous êtes régulièrement sollicité par les agriculteurs depuis votre premier mandat. Je ne sais plus exactement depuis quand vous êtes élu, mais... Oui, depuis 2020, non, mais effectivement, mais vous savez, j'ai eu des mandats locaux aussi auparavant, et bon, je connais très bien le problème agricole parce que je suis issu d'une circonscription qui est relativement rurale, qui comporte de nombreux agriculteurs, et pour ne rien vous cacher, j'en ai moi-même dans ma famille. Donc, je connais bien effectivement ces difficultés qui ne datent pas d'hier. Voilà, tout ça, on le sait depuis très longtemps. C'est comment dirais-je, un tournant à 180 degrés qu'il faut entreprendre. Il faut rompre avec cette logique mondialiste de libre-échangisme, tendre vers une politique de juste échange en exigeant des pays concurrents qu'ils appliquent les mêmes normes que nous. Ça, c'est la moindre des choses. Et puis, il y a également, vous le savez, la question du prix. Il faut que les agriculteurs puissent tirer des revenus décents de leur activité. Et aujourd'hui, on le voit à travers les négociations avec la grande industrie et la grande distribution, eh bien, c'est toujours l'agriculteur qui se retrouve en position de faiblesse et qui a les plus grandes difficultés à tirer des prix convenables malgré les lois Egalim 1, 2, la loi des Crozailles. On voit bien que ces lois ne sont pas respectées. Très peu de contrôles ont été faits. Aujourd'hui, on apprend que des industriels vont enfin trois industriels seraient peut-être enfin sanctionnés pour leur comportement. Ça fait longtemps, là aussi, qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'il faut, comment dirais-je, garantir des revenus aux agriculteurs décents en sanctionnant et en contrôlant évidemment mieux les marges des puissances de la distribution et de l'industrie. Alors, il nous reste quelques secondes, très rapidement. Nicolas Maisonnet, Bruno Le Maire a nettement revu à la baisse son estimation de croissance pour 2024. Vous l'avez dit tout à l'heure, de 1,4% à désormais 1%. Il était l'invité du JT de TF1 hier soir. Le gouvernement va donc adopter un plan d'économie de 10 milliards d'euros en s'engageant à ne pas augmenter les impôts, a-t-il dit. Un petit commentaire là-dessus ? Non, mais écoutez, par principe, si vous voulez, quand Bruno Le Maire dit quelque chose, il faut prendre toutes les précautions, voire même penser le contraire. Donc, évidemment, personne ne croyait à ce niveau de croissance de 1,4%. On savait très bien qu'on serait en dessous. Bon, on n'a pas grand-chose à attendre de ces Mozart de la finance qui passent leur temps à nous donner des leçons, mais qui, en l'espace de 7 ans, ont créé 800 milliards d'euros de dettes. Et qui aujourd'hui parlent de faire quelques économies qui ne sont pas des économies structurelles d'ailleurs parce qu'on va encore rogner les budgets des ministères ici et là, ce que les gouvernements successifs ont toujours fait, alors qu'encore une fois, il y aurait de véritables économies à faire. Tout à l'heure, on parlait des questions migratoires. On sait que l'immigration coûte à la France entre 15 et 40 milliards d'euros par an. Eh bien, voilà déjà une piste d'économie structurelle sérieuse à envisager. Je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, il y a eu aussi, on l'a vu par exemple, ces dépenses liées au bouclier énergétique en France qui ont coûté des milliards et des milliards, tout en sachant que nous avons un modèle électrique le plus vertueux qui, grâce à notre nucléaire, nous permet devrait nous permettre d'avoir une énergie à bas coût. Et bien, en raison des règles du calcul du marché européen de l'énergie, eh bien, où le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, eh bien, nos entreprises ont payé, nos concitoyens ont payé le prix fort de l'électricité, alors que cela ne devrait pas être le cas. Voilà. Donc voilà des pistes structurelles d'économie
qui évidemment ne seront pas faites par Bruno Le Maire. Merci beaucoup Nicolas Maisonnet. Je rappelle que vous êtes député du Gard. J'imagine que vous serez présent au Salon de l'Agriculture cette année. Je serai présent, j'y vais 2 fois. Ah ouais, donc. Et dimanche prochain avec Jordan Bardella, et puis Ouais, j'irai le mercredi d'après pour rencontrer les agriculteurs de mon département. très bien. Eh bien, on s'y croisera peut-être. Merci beaucoup, monsieur le député. Avec À très plaisir. bientôt.